unis par l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés. Je commencerai par vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Et comme il est 15h à ma montre, je crois que nous pouvons commencer notre programme. Et avant toute chose, avant que l'on donne même le programme, comment toutes les choses vont se dérouler, j'aimerais vous inviter tous, si on pouvait s'élever pour entonner l'hymne national de notre pays. Nous n'avons pas prévu un accompagnement audio, donc on va le faire en acapella. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, l'embelli Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, reprenons nos places. Je ne veux pas être trop long pour ce mot de bienvenue. Ici, c'est la Pareco Liège qui nous accueille pour une conférence au débat organisée par la Pareco Belux au niveau du territoire, Belgique-Luxembourg. Et c'est une honneur pour moi en tant que représentant urbain de vous souhaiter le bienvenu. Je crois que nous allons tous nous commettre encore enrichir ce débat. On a deux intervenants qui vont l'un après l'autre prendre la parole. Et après, il y aura un débat qui va s'en suivre. Et nous espérons que nous allons tous enrichir ce débat dans le respect, la convivialité. Et sans plus tarder, je laisse la parole au modérateur du jour pour nous conduire dans cette débat. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous remercie au nom de la Pareco d'avoir répondu présent à cette conférence. Sans pour autant tarder, je vais vous donner un tout petit peu le programme, comment est-ce que nous allons évoluer par rapport à cette organisation aujourd'hui. Donc, la conférence qui est organisée par l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo organise donc ce 27 cette conférence qui a pour titre principal la responsabilité du peuple congolais face à la tragédie congolaise. Pour ce thème phare, nous avons donc deux orateurs. À ma gauche, je dirais plutôt à mon extrême gauche, dans le bon sens du terme, Monsieur Lukika Patrick, qui est donc le secrétaire général au niveau de la Pareco, juriste de formation, et à ma gauche également, M. Veriance Pierre, qui lui est chargé des cours, après une brève correction tout à l'heure, à l'université de Liège. Voilà, alors, sans plus tarder, je vais demander à nos orateurs de pouvoir eux-mêmes introduire leur sous-thème en dessous de ce thème phare. Pourquoi est-ce que je souhaiterais que ce soit eux-mêmes qui l'exposent?
parce qu'ils sauront au moins de quoi est-ce qu'ils parlent et il n'y aura pas de transformation par rapport à ce que moi je pourrais vous le dire. Bien, maintenant en termes de timing, chaque orateur a 45 minutes de parole. Si vous voulez en faire moins, vous en faites moins, mais en tout cas le maximum c'est 40. Donc, comme vous remarquez dans l'exposé que je propose de faire, j'ai un peu modifié le titre par rapport au titre général de la conférence. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas pensé réfléchir à la responsabilité de chacun dans la tragédie nationale au Congo. Je pense que ça c'est une analyse politique que le mouvement Apareko, qui m'a fait l'honneur de m'inviter, fait lui-même et doit faire lui-même. Je pense que moi, ce que je peux faire, c'est essayer d'examiner ce que j'ai connaissance, ce que je sais, et c'est à l'Apareko, comme mouvement politique, de décider comment il estime que les responsabilités de chacun ont été négatives ou positives, et comment, effectivement, la situation en est là où elle en est au Congo pour le moment. Et c'est pour ça que j'ai intitulé la deuxième partie de mon titre « La prise de responsabilité du peuple congolais dans la tragédie nationale », parce que ce qui me semble important, c'est le fait que, alors que à plusieurs reprises, les dirigeants ne s'attendaient pas à ce que le peuple fasse irruption dans la vie politique effective, eh bien, le peuple a pris ses responsabilités et a transformé l'histoire du Congo à plusieurs moments. Et donc, effectivement, le titre principal, ce sera bien le rôle déterminant du peuple congolais dans le combat de libération. Le plan de mon exposé sera divisé en 3 parties, puisque quand M. Kabamba m'a invité, il a évidemment évoqué le fait qu'au Congo, comme vous le savez, comme dans la diaspora, on évoque beaucoup cette constitution, dite parfois constitution de Liège. Et donc ça vaut la peine de savoir un petit peu qui parle, puisque on m'invite moi, et ça veut dire quelque chose, si l'Apareko invite quelqu'un comme moi, donc je vais essayer un peu d'expliquer, pour que tout le monde sache qui parle, ce que, je dirais, l'Université de Liège, et moi en particulier, mais surtout l'Université de Liège, a pu jouer comme rôle dans cette histoire. La deuxième partie de mon exposé, qui sera beaucoup plus importante, c'est le rôle du peuple congolais. Et la troisième partie, ce sera la tragédie et la responsabilité. Qui parle? C'est un Belge. Alors, pourquoi un Belge? Je dirais que ça c'est le problème de l'Apareko. Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas un Congolais pour parler du Congo? Voilà. On m'invite, je suis content d'être invité. Je suis content d'être invité parce que j'ai, moi, dans mon histoire, un lien très fort avec le Congo. Il se fait qu'en 1959, mon père, qui travaillait ici à Liège comme responsable du mouvement ouvrier chrétien, reçoit un jour un coup de téléphone du syndicat, la FGTB, qui lui dit « Voilà, il y a M. Patrice Lumumba qui est en visite en Belgique et qui va dans les principales villes, est-ce que vous pouvez le recevoir ?» Et mon père lui dit « Oui, bien entendu ». Et donc il organise très rapidement une réunion pour pouvoir échanger entre Patrice Lumumba et les dirigeants du mouvement ouvrier chrétien de Liège. Et donc il y a eu cette rencontre forte entre ce lutteur pour l'indépendance qui venait expliquer son combat et des gens qui étaient effectivement dans le mouvement ouvrier chrétien, en sachant que ça se faisait en collaboration avec le syndicat de l'autre côté, c'est-à-dire le syndicat socialiste. Donc, le Belge qui vous parle n'est pas le Belge moyen. Je ne suis pas le fils de l'électeur qui avait mis au pouvoir le gouvernement Eyskens. Je suis le fils d'un électeur particulier. Moi-même, j'ai évolué d'une façon particulière. Effectivement, dans les années 60, dans les années 70, mes amis congolais étaient des anti-mobutistes.
C'était des gens qui pensaient que le pouvoir en place à ce moment-là bradait la liberté et la souveraineté du Congo au profit des multinationales. Et donc, effectivement, j'ai eu toutes ces relations-là. Et puis, à un moment donné, il se fait que je travaille à l'université, j'ai fait d'autres métiers dans ma vie, heureusement, et donc je suis un universitaire. Alors, pourquoi inviter un universitaire? Je trouve que dans un mouvement politique, ça vaut la peine de se poser la question, parce qu'on a trop souvent l'habitude, dans les mouvements politiques, y compris en Europe occidentale, de donner trop de poids aux universitaires. La majorité de la population n'a pas fait d'études universitaires, et la majorité de la population est intelligente et elle peut juger politiquement des responsabilités de chacun. Vous avez décidé d'inviter un universitaire parce qu'effectivement, il se fait qu'à l'université, on a parfois des demandes qui nous arrivent parce que des gens nous disent « il faudrait que vous veniez faire quelque chose pour nous ». Et là, j'arrive à ma troisième partie. Il se fait que je suis liégeois, habitant de Liège et universitaire de Liège. Et effectivement, j'étais un chercheur quand en 2002-2003, le Sénat congolais a fait un tour de toutes les universités belges, néerlandophones et francophones. Et le Sénat congolais, qui, vous vous en souvenez peut-être, dans le dialogue qui a mené à la transition avec la fameuse présidence 4+1, tout le monde s'en souvient, eh bien, dans cette transition-là, le Sénat congolais devait préparer la Constitution. Et donc le Sénat congolais faisait le tour des universités. Il avait été en France, il avait été en Angleterre, et il vient en Belgique aussi. Et il dit, dans chaque université, nous voudrions avoir des gens qui viennent nous aider à travailler pour écrire une constitution pour le Congo. Et alors évidemment, notre première réaction à l'université de Liège, d'abord, avec mon ancien patron, c'était de dire il faut absolument les accueillir. Et donc on dit au recteur de l'université qu'il faut les accueillir. Donc on les reçoit, on discute avec eux. Dans d'autres universités, ils n'ont même pas été reçus. Hein. Et donc on discute avec eux. Et puis, effectivement, on explique, mais attendez, pourquoi est-ce que vous demandez à des Européens? Il y a quand même des constitutionnalistes et des très bons au Congo. Ils disent oui, mais ils ne sont pas crédibles aux yeux des dirigeants congolais. Donc il faudrait qu'ils soient appuyés par des gens qui viennent du Nord. Voilà. Et donc, effectivement, avec mon collègue Bob Kabamba, pour ne pas confondre avec Blaise Kabamba qui m'a invité ici, avec mon collègue Bob Kabamba, nous décidons de prendre le risque d'essayer de trouver de l'argent pour faire les voyages, pour aller rencontrer des constitutionnalistes congolais et pour travailler ensemble. Le processus de cette fameuse constitution liégeoise est décrit par plusieurs personnes qui ont travaillé avec nous. Peut-être certains d'entre vous ont écouté les discours du professeur Mambouya, qui avait travaillé avec nous, et qui a dit, dès le moment où ce travail a été terminé, mais ce n'est pas la constitution de l'université de Liège, ils n'ont pas envoyé de constitutionnalistes. Ils ont envoyé des politologues. Effectivement, le professeur Kabamba est professeur de sciences politiques, et moi-même, je travaille en sciences politiques également. Donc, effectivement, je ne suis pas constitutionnaliste. Je n'ai aucune spécialité dans les constitutions. Qu'est-ce qu'on a fait là? Ben, on a réuni des constitutionnalistes congolais. Le truc du professeur Kabamba était simplement génial. Il s'est dit, puisqu'au Congo, il y a un grand débat entre les parlementaristes et les présidentialistes, donc ceux qui veulent que le Parlement soit le cœur du pouvoir, et ceux qui veulent que ce soit la présidence qui soit le cœur du pouvoir, mettons deux catégories de constitutionnalistes en face l'un de l'autre. Prenons et des présidentialistes et des parlementaristes. Puisque au Congo, il y a un grand débat, depuis 1960, entre les unitaristes et les fédéralistes, mettons autour de la table des fédéralistes et des unitaristes. En leur disant que le peuple congolais attend une constitution et que l'équilibre à faire entre présidentialisme, parlementarisme et unitarisme, fédéralisme, doit être fabriqué par ces fameux professeurs
même si je ne veux pas d'une république de professeurs, vous l'avez déjà compris, c'est quand même eux qui connaissent techniquement une série de solutions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le texte que nous avons écrit, mais moi je ne servais même pas à écrire, hein, moi j'étais derrière pour juste essayer de faciliter le travail des constitutionnalistes. Hein. J'ai vu des gens qui s'empoignaient, qui discutaient, qui n'étaient pas d'accord entre eux, et qui finissaient par écrire un texte ensemble. Et le texte était ouvert, effectivement. Et le texte avait, dans les deux cas, les deux options. Donc si on fait une voie unitariste, voilà comment il faut faire. Si on fait une voie fédéraliste, voilà comment il faut faire. Si on fait une voie présidentialiste, voilà, etc. Donc on avait balisé pour que les décideurs politiques, qui étaient des sénateurs issus de la transition, et puis, une fois qu'eux ont décidé, le dossier est repassé dans les mains de l'Assemblée nationale de l'époque. Et puis l'Assemblée nationale a modifié le texte du Sénat, et c'est le texte de l'Assemblée nationale qui a été soumis au référendum de 2005. Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de lire cette constitution et qui connaissent un peu l'histoire du Congo remarquent qu'en réalité, cette constitution de 2005, puisqu'elle a été approuvée par référendum, elle a été approuvée par référendum en 2005, elle a été promulguée par le président de la République en 2006, mais elle avait déjà été approuvée en décembre 2005. Cette constitution est en réalité la même dans sa structure, dans son fonctionnement, dans ses termes, que celle de 1964. C'est la constitution de Louis-Bourg, celle qui avait été faite par des intellectuels congolais travaillant pour un Congo qu'ils voulaient indépendant. Et donc, quel est le rôle des Liégeois dans cette constitution? Très faible. Simplement, on a réussi à donner les moyens aux constitutionnalistes congolais, d'abord, d'avoir un vrai dialogue avec les sénateurs, parce que ce n'était pas évident de faire un dialogue entre les professeurs qui, comme vous le savez, les professeurs d'université ont toujours tendance à considérer les gens à qui ils parlent comme s'ils étaient des étudiants de première année. Or, un sénateur n'aime pas être traité comme un étudiant de première année. Il aime bien qu'on le considère comme quelqu'un d'intelligent. Et donc là, effectivement, il y avait eu des frictions quelques mois avant qu'on arrive. À un moment donné, les sénateurs, la commission sénatoriale qui devait travailler sur la Constitution, avait dit aux professeurs « allez-vous-en ». Et nous, on a repris le travail des professeurs, on a recommencé à travailler avec eux en leur expliquant que cette Constitution, c'était le monde politique qui allait l'adopter. Ce que les intellectuels pouvaient faire, c'était proposer des solutions. S'il y a de la gloire, parce que cette Constitution est faite, c'est le monde politique qui a la gloire. S'il y a des coups à ramasser, c'est le monde politique qui va ramasser les coups. Le conseilleur, comme vous le savez, est parfois malheureusement pas le payeur. Le conseilleur donne des conseils et c'est l'homme politique, le vôtre, dans ce débat entre moi et la PARECO, je tiens à remettre ça en place. Ce n'est pas parce que je vous donne mon analyse que je crois que vous allez la croire. Et ce n'est pas parce que vous entendez de ma part des paroles qui ne sont pas celles dans lesquelles vous vous trouvez qu'on doit essayer ni de se battre, ni de trouver un commun accord. On peut très bien se dire, nous ne sommes pas d'accord, et voilà. Et la PARECO fait sa ligne politique en fonction de sa ligne politique. Je ne suis pas là pour fabriquer une ligne politique qui que ce soit. J'essaie juste d'éclairer les choses. Donc, effectivement, l'histoire de l'Université de Liège en République démocratique du Congo, j'ai envie d'abord de rappeler le rôle terriblement négatif joué par le professeur Clemens. Ça vaut quand même la peine de le rappeler, les plus anciens me montrent déjà qu'ils se souviennent bien. Le professeur Clemens de l'Université de Liège, en 1960, a écrit la Constitution du Katanga pour l'Union minière du Haut-Katanga, subventionnée par la Société Générale de Belgique. D'accord? C'est clair. Ça, c'est quelque chose qui m'était resté à travers de la gorge, et je me disais, l'Université de Liège a une dette vis-à-vis de ce pays. Si bien que, effectivement, quand le Sénat congolais est venu nous le demander, on a été chercher de l'argent pour pouvoir organiser ça, et on a travaillé avec les professeurs congolais. Donc c'est un travail de collaboration. Nous, à l'Université de Liège, on a donné l'infrastructure, mais le texte, ce n'est pas nous. Ce texte, je dirais, il est, vous le savez, avec des qualités et des défauts.
une de ses qualités, et ce n'est pas nous qui l'avons inscrite, ce n'est pas les professeurs, hein, c'est le politique. Hein. Le politique qui a dit le nombre de mandats et la durée des mandats du président de la République est impossible à modifier. Personne ne peut le modifier, un point c'est tout. Un président de la République ne reste que 5 ans au pouvoir et maximum 2 fois. Donc, autrement dit, la fin du mandat de Joseph Kabila en 2016, c'est écrit dans cette constitution et c'est cadenassé. C'est l'aspect que maintenant la plupart des Congolais trouvent positif, sauf évidemment Évariste Bochab, hein, qui avait d'ailleurs à l'époque travaillé avec nous, hein, et qui lui pensait à ce moment-là que puisque c'était écrit, c'était effectivement inamovible. Mais en fait maintenant il a changé d'avis. Par hasard. Et donc, effectivement, vous avez la plupart des Congolais qui trouvent que cet article est vraiment bien fait. Par contre, il y a un article dont beaucoup de Congolais sont mécontents maintenant, c'est le fait que pour assurer la continuité de l'État, en attendant qu'il y ait un nouveau président de la République, ben, l'ancien reste en fonction. Alors le problème, c'est maintenant une évaluation qui passe dans la deuxième partie du contexte. Ben, qu'est-ce qui se passe pour le moment et quelle est la responsabilité? D'abord, j'ai envie de rappeler le rôle du peuple congolais dans le processus de pacification en 2003. Rappelez-vous, à ce moment-là, les dirigeants congolais s'étaient fait la guerre. La guerre, comme on l'a rappelé, poussée par le Rwanda et l'Ouganda, puis eux-mêmes se déchirent. Les dirigeants ont pris des partis différents, ils se sont fait la guerre, ou plutôt, ils ne se sont pas fait la guerre, eux ils n'ont pas fait la guerre, ils ont fait faire la guerre à leurs soldats, hein, parce que souvent les dirigeants s'arrangent pour que ce soit d'autres qui fassent la guerre, c'est rare de voir un dirigeant au front. Alors, ces dirigeants-là, ils avaient le pouvoir en principe de transition. Et en principe, au bout de 2 ans, ils devaient terminer leur travail et organiser des élections. On devait avoir les élections en 2005. Ils n'en voulaient pas, évidemment, de cette fin de transition. Ils avaient de l'argent, ils étaient bien à l'aise, ils avaient des grosses voitures, ils avaient envie que ça continue. J'ai même raconté à quelqu'un ici, je me souviens d'un ministre congolais de l'époque qui riait parce qu'un coopérant international, quelqu'un de la MONUC à l'époque, lui expliquait que s'il y avait des élections, les parlementaires ne seraient pas les mêmes et les ministres ne seraient peut-être pas les mêmes. Il dit, ah, le peuple ne va quand même pas oser décider qui est au pouvoir. Ben si, c'est ça les élections. Et donc, c'est intéressant de voir que des gens qui étaient là au pouvoir ne voulaient pas qu'il y ait un changement de pouvoir. Et en quelque sorte, c'est malgré eux que ça s'est passé. Comment est-ce que ça s'est passé? Ben, d'une part, parce que le peuple et la société civile ont poussé pour qu'il y ait des élections. Toute la société civile organisée et le peuple a poussé pour qu'il y ait des élections. Vous vous souvenez peut-être des consignes, par exemple, des églises. Hein, les églises s'étaient réunies, catholiques, protestantes, évangéliques, etc. Elles s'étaient réunies et elles avaient dit, si les gens viennent faire leur campagne, prenez l'épargne, prenez le riz et votez comme vous voulez. Quand vous serez dans l'isoloir, vous serez tout seul. Et là, vous retrouverez votre liberté. Les églises avaient dit aussi d'aller voter massivement. Donc je veux dire, c'est vraiment, le peuple a été voté dans les conditions terribles dans lesquelles on se trouvait en 2006, d'une façon étonnante. Et la communauté internationale. La communauté internationale, c'est un vieux débat qu'on a régulièrement quand on parle du Congo. Est-ce que la communauté internationale a intérêt au désordre ou à l'ordre? Moi, je peux vous dire que dans la plupart des cas, la communauté internationale a intérêt à l'ordre. Le seul problème, c'est la question que je pose en dessous, c'est qui compose la communauté internationale? Parce qu'évidemment, quand on dit communauté internationale au Congo, la plupart des Congolais pensent au Rwanda. Le Rwanda, avec son armée terriblement efficace, qui a amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir, qui a fait la guerre à partir de 1998, eh bien, le Rwanda était évidemment, pour la plupart des Congolais, un ennemi d'importance. Alors, est-ce que le Rwanda, à lui tout seul, peut faire ce qu'il veut à la communauté internationale? Il y a des moments où on voit bien qu'il influence certains dirigeants et des moments où il n'influence pas.
C'est clair que la position américaine en 97-98, qui croyait que les Congolais n'étaient pas nationalistes et qui croyait que le Congo ne tenait que par la poigne de Mobutu et qu'une fois que les pouvoirs allaient pouvoir se morceler, le Congo allait être facile à morceler, ces gens-là ont été surpris par la communauté internationale est souvent divisée. Ce qu'il y a, c'est que là, à ce moment-là, la représentation de la communauté internationale, c'était la MONUC. La MONUC voulait des élections. Et le peuple voulait des élections. Et donc, c'est parce qu'il y a eu cette pression d'en haut et d'en bas que les dirigeants congolais ont dû accepter des élections. Et je dois dire que, et ça c'est mon vécu à moi, je pense qu'ils ont été roulés par l'abbé Malou Malou, qui leur a fait croire qu'il était un pauvre homme timide et qui a réussi à organiser des élections dans des conditions dantesques. Et ces élections, on peut dire ce qu'on veut de résultats, hein, on voit bien que bon, celui qui est au pouvoir reste au pouvoir, mais sur le plan législatif, je viens justement de diriger un doctorat d'un Congolais qui a travaillé sur les élections de 2006 et sur celles de 2011. 9/10 des gens qui se présentaient aux élections et qui avaient été au pouvoir dans le Sénat et l'Assemblée nationale de transition n'ont pas été réélus. Le peuple a compris que ces députés et ces sénateurs de 2003 à 2006 étaient là seulement pour prendre l'argent. Et donc, je vérifie que c'est pas moi. Et donc, effectivement, ce qui est important à voir, c'est que ces gens-là n'ont pas été réélus, et pendant la période 2006-2011, là, on est à peu près certains tous, hein, quand on regarde les résultats, que l'élection présidentielle de 2011 a été truquée à un haut niveau. Hein. Pas nécessairement au niveau d'en bas, mais comme on n'a pas les chiffres des bureaux de vote jusqu'au-dessus, on sait bien qu'il y a eu quelque part des résultats qui ont été fabriqués, tout simplement, sans relation avec les bureaux de vote eux-mêmes. Mais au niveau des législatives, le système a fonctionné. Et au niveau des législatives, encore une fois, 9/10 des gens qui se présentaient aux élections n'ont pas été réélus. Donc, autrement dit, ce que je vois de 2006 et de 2011, c'est que le peuple congolais est moins bête que ses sénateurs. Il est moins bête que ses députés. Il sait dire, celui-là, il s'est moqué de nous. Et on ne réélira pas celui-là. On ne votera plus. Ça, c'est un élément important. C'est vrai qu'on peut truquer un processus électoral, c'est clair. Mais bloquer un processus, truquer un processus électoral à tous les endroits, à tous les moments, là, c'est impossible. Et donc, pour les élections présidentielles, il y a eu des trucages, et pour les élections législatives, il n'y a plus de trucage en 2012. Parce qu'en réalité, les gens qui voulaient avoir les sièges, ils ne savaient pas calculer, ils ne voulaient pas calculer, ils ne pensaient pas que c'était utile. Et le résultat s'est imposé à eux. Alors, le processus électoral, un élément important, c'est de comprendre que c'est l'expression de la voix du peuple, mais tout de suite, ça pose la question, est-ce qu'il y a un peuple ou des peuples? Autrement dit, est-ce que le peuple est d'accord contre lui? Beaucoup de gens, évidemment, dans tous les pays du monde, ont des avis différents. On sort d'une élection en Belgique. Si vous êtes de la diaspora, je suppose que certains d'entre vous vivent en Belgique. Ils savent bien qu'en Belgique, il y a des différences. Entre les flamands et les francophones, il y a des différences. Entre les gens de droite et les gens de gauche, il y a des différences. Entre les gens qui sont des anti-cléricaux et les gens qui sont des cléricaux, il y a des différences. Entre les écologistes et les non-écologistes, il y a des différences. Donc il y a des rapports de force à l'intérieur du peuple qui ne sont pas nécessairement évidents quand il n'y a pas d'élection, puisqu'on ne sait pas qui veut quoi. Le problème du processus électoral, c'est que la voix des dirigeants se marque, se pèse par les règles électorales. On l'a vu quand au mois d'août, le système de décision de la CENI a considéré que certains ne pouvaient pas être candidats président de la République, c'est évidemment une manipulation des règles au profit des dirigeants actuels. Évidemment, quand dans
dans un poste frontière, un douanier interdit à un candidat potentiel de rentrer sur le territoire en fonction d'une règle qui est inventée juste pour nuire, eh bien, évidemment, c'est une manipulation des règles pour empêcher que les voix du peuple ne s'expriment. Que peut faire un peuple dont la voix n'est pas entendue? Dans notre tradition, j'ai envie de citer 1789, pas seulement parce qu'il y a une révolution en France, il y a aussi une révolution à Bruxelles et il y a une révolution à Liège en 1789. Le prince-évêque de Liège a été destitué, l'empereur d'Autriche a été jeté dehors en 1789 de Bruxelles et les pouvoirs ont été changés. Pas facilement, pas vite, parce que les Autrichiens sont revenus avec une armée, ils ont écrasé tout le monde, et puis il a fallu de nouveau s'organiser, etc. Bon, hein. Et puis finalement, l'indépendance de la Belgique n'est pas liée à la voix du peuple de 1789, à des événements ultérieurs. Et puis, je pense que c'est important de le rappeler à des Congolais ou à des gens d'origine congolaise, en 1886, il y a une série d'émeutes en Belgique. J'aime bien la date de 1886 parce que ça rappelle quand même qu'en 1885, il y avait combien de pourcents de la population en Belgique qui avait le droit de vote? 1%. Okay? 1% de la population en Belgique qui avait le droit de vote. C'était un suffrage censitaire. Il n'y avait que les plus riches qui pouvaient voter. Point terminé. Et en 1886, des émeutes ouvrières dans tous les quartiers ouvriers. Liège, Hainaut, Gand, Anvers, etc. Émeutes ouvrières. Des répressions, hein. Léopold II qui tuait des gens au Congo, tue des gens en Belgique sans aucun état d'armes non plus, hein. Il fait tuer des ouvriers. Malgré cela, la colère ouvrière est telle qu'on est obligé, par après, de changer la Constitution et de permettre le vote universel. Et donc, 1886, c'est un moment important parce que c'est bien la colère du peuple, exprimée dans la rue, qui réussit à changer les choses. Et alors au Congo, évidemment, j'ai envie de donner deux moments. 1959, hein, bon, au moment où le peuple veut l'indépendance, où il crie l'indépendance, où il réclame l'indépendance, et où les Belges, effarés, se disent « mais on croyait qu'ils étaient obéissants ». Eh bien non, ils ne sont pas obéissants, et donc effectivement, l'année suivante, table ronde et indépendance. Le peuple congolais ne va pas avoir d'aisance pour vivre cette indépendance, puisqu'il y aura les coups d'État de Mobutu, il y aura la prise de pouvoir par Laurent Désiré Kabila ultérieurement, il y aura la prise de pouvoir par Joseph Kabila ultérieurement, mais entre-temps, en 1991, il s'est passé quelque chose. C'est bien le peuple, par ces journées ville morte, qui a obligé le président à organiser cette conférence nationale souveraine. C'est le peuple qui a gagné ça. C'est le peuple qui a organisé ça. Et donc je pense que le peuple congolais a pris ses responsabilités dans la tragédie nationale en essayant de trouver des solutions, en forçant les dirigeants à écouter la voix du peuple. Et ça, je pense que c'est un élément important. Le peuple congolais est plus fiable à mes yeux que les dirigeants congolais. Le peuple congolais est plus intelligent que les dirigeants ne le croient. Alors, la tragédie et la responsabilité, quand on dit tragédie, évidemment, on pense tout de suite à une tragédie grecque. Comment s'organise une tragédie grecque? Ben, il faut des personnages, des protagonistes. Il faut que ces personnages soient obligés de vivre ensemble, qu'ils soient confinés les uns avec les autres et que leur pression s'exerce les uns sur les autres. Et puis, il y a un moment de basculement dans la tragédie. Ce qui fait que la situation n'est plus la même qu'avant et que tous les protagonistes doivent réorganiser les rapports qu'ils ont les uns avec les autres. Alors, de nouveau, avec le Congo, là, je ne fais que lancer des idées et c'est vous, sympathisants ou membres de la PARECO, qui allez en faire ce que vous voulez. Hein. Les protagonistes, c'est les peuples, et je dis les au pluriel, hein, pour bien rappeler qu'il y a des différences entre toute une série de gens dans les différents peuples, les dirigeants et la communauté internationale, et j'aurais dû dire aussi les communautés internationales. Alors de nouveau, quel peuple? Ben, on voit bien que au Congo, tout le monde ne pense pas de la même manière, tout le monde ne vote pas de la même manière, on l'a bien vu
je pense que la présidentielle de 2006, au premier tour, exprimait quelque chose. Il y avait clairement des gens qui, à l'Est, se disaient « Joseph Kabila a arrêté la guerre et c'est bien ». J'aime autant vous dire qu'en 2011, ces gens-là ne disaient plus la même chose. Puisqu'ils ont dit la guerre, malgré le fait qu'elle aurait dû s'arrêter, elle continue. Et donc c'est vrai que ces gens-là, après, ils étaient déçus. Mais en 2006, ils pensaient le père a fait la guerre et il fallait la faire, et le fils a arrêté la guerre et il fallait l'arrêter. C'est ce qu'ils pensaient en 2006. Mais à l'ouest du Congo, on ne pensait pas ça. Vous vous souvenez très bien de l'engouement que Jean-Pierre Bemba apportait chaque fois qu'il faisait des conférences. Les gens disaient « Oui, c'est ça qu'il faut ». C'est quelqu'un qui parle de souveraineté nationale. Et donc, les peuples sont divisés, les dirigeants sont divisés. Regardez maintenant l'effroyable désordre qu'il y a entre les membres du G7. Hein. Comment fait-on pour organiser une opposition un peu cohérente? Est-ce que, après l'histoire congolaise depuis 2006, on peut se dire que Vital Kamerhe est un opposant fiable? C'est difficile à croire. Et comment est-ce qu'on peut croire que Félix Tshisekedi continue le combat de son père? Mais on voit bien déjà que physiquement, il y a quelque chose de très différent. Étienne Tshisekedi a été torturé dans les prisons de Mobutu et il a résisté. Félix Tshisekedi, on le sait bien, a déjà parfois appelé à des manifestations et juste le jour de la manifestation, il était dans l'avion pour partir. Donc je veux dire, on voit bien que c'est très difficile aussi d'organiser au niveau des dirigeants un pouvoir cohérent. Et un pouvoir qui sache s'organiser et donner un programme et dire au peuple, on va tenir ce programme. On est tous là pour ça et on tiendra tous ensemble. Et donc le problème aussi, et ça je trouve que c'est un débat important que tous les Congolais doivent avoir, c'est quelle communauté internationale. Je pense que maintenant, effectivement, la communauté internationale sur le Congo est plus divisée que jamais. Ce que je sais, c'est que la plupart des gens n'aiment pas ce qui se passe au Congo en termes politiques, mais il y a beaucoup de gens, on l'évoque souvent à propos du Congo, qui en ramassent des bénéfices. Ce qu'il y a, c'est que dans mon analyse de l'histoire politique et économique de longue durée, quand on regarde l'histoire des pays depuis 250 ans, un pays rapporte plus d'argent quand il est en ordre que quand il est en désordre. Un pays en ordre, on évoquait tout à l'heure avec un participant la question du diamant. Ok. Quand le diamant est juste un bojimaï, il suffit effectivement, comme on dit, de noyer les mines, et puis c'est terminé, on ne sait plus sortir du diamant. Oui, mais quand le diamant est dans 20 des 26 provinces, on ne sait plus le contrôler. Et si l'État pouvait contrôler ça, celui qui influencerait l'État aurait beaucoup plus d'argent que maintenant. Même chose pour le coltan. Et donc là, on voit bien qu'il n'y a pas une communauté internationale, mais des communautés internationales, qui ont des relais différents, des intérêts différents, des luttes différentes, etc. etc. Et donc, le confinement, là, on peut dire que dans la tragédie congolaise, tout le monde n'est pas sur le même pied. C'est clair que le peuple est dans une situation de confinement, il est coincé là, il n'a pas les moyens de sortir. D'ailleurs, quand il y a eu des mouvements de population, chaque fois qu'il y a eu des troubles, des morts, que ce soit au Kasaï, il y a quelques dizaines de mois, ou encore au Nord Kivu maintenant, mais ce sont des mouvements internes au Congo. Ce sont des Congolais qui vont recueillir d'autres Congolais. Et donc la situation est fort fermée pour le peuple, c'est très difficile pour lui sortir. Pour la communauté internationale, c'est très ouvert. Et c'est ça un des problèmes des Congolais, c'est qu'il n'y a plus personne dans la communauté internationale qui se dit si on ne règle pas le problème du Congo, on a un vrai problème. Non, à peu près tout le monde dans la communauté internationale se dit si on ne règle pas le problème du Congo, tant pis. On fera avec d'autres. On ira dans d'autres pays. On fera des affaires avec d'autres gens. Et donc c'est un peu ça, une partie du drame. Et pour les dirigeants, la situation est semi-ouverte. Quand un dirigeant a la possibilité d'aller vivre ailleurs, s'il ne peut plus rentrer, il le fait.
Et donc effectivement, c'est une des difficultés, parce que dans l'hymne national, on dit on va faire prospérer le pays et y faire nos enfants. Mais si tous les intellectuels congolais sortent du Congo, comment va-t-on faire qu'au Congo, la situation change? Alors je me dis en même temps, j'ai connu suffisamment de réfugiés congolais dans les années, je vous ai dit, 70, 80 et encore maintenant, évidemment, c'est bien heureux que les gens puissent sortir pour survivre. Mais en même temps, c'est un vrai drame pour un pays où on a l'impression que le système de la garde présidentielle ne fait qu'exporter l'opposition. Ils sont tellement en train de semer la terreur que l'opposition, elle part. Et donc, je dirais, il n'y a pas de confinement pour les dirigeants ou les aspirants dirigeants. Et donc, c'est un des problèmes du Congo. C'est le fait que les dirigeants laissent les portes ouvertes. Vous pouvez sortir, allez-vous-en. Quand Katumbi a posé le problème, allez-vous-en. Ne rentrez surtout pas. Et hop, il est dehors. Et donc, je dirais, c'est un des problèmes du Congo, c'est que les dirigeants, ils préfèrent sortir que mourir, évidemment. Alors, le basculement, je pense que maintenant, c'est les élections de 2016, avec un pouvoir politique qui clairement perd sa légitimité chaque année. Ça, c'est très clair. Il a perdu sa légitimité en 2016, il l'a perdu en 2017 quand il n'a pas respecté les délais qu'il avait acceptés avec la Senko. Et si les élections ne sont pas organisées de façon crédible, sérieuse, etc., au mois de décembre, ce qui risque quand même fort d'être le cas, il perdra encore plus sa légitimité. Ça veut donc dire que le peuple risque de se dire la seule solution, c'est 1789, 1959, il faudra se lever pour aller, pas seulement faire une ville morte, mais renverser le pouvoir. Et ça va être horrible. Ça va être horrible. Parce que les gens de la garde présidentielle sont des gens qui n'ont pas des mitrailleuses, mais des mitraillettes. Une mitrailleuse, c'est 200 morts à la minute. Une mitraillette, c'est 2000 morts à la minute possible. Okay? Donc, ils ont des mitraillettes, ils installent ça, ils les calent et ils tuent à vue. Ils l'ont fait, ils le referont. Ça veut donc dire que le système se renversera, le peuple renversera cette machine. Et ça, je ne sais pas imaginer comment on peut organiser ça concrètement. Et je compte sur les mouvements politiques congolais pour le faire dans la sagesse, si c'est possible, autrement, si ce n'est pas possible. J'espère ne pas avoir dépassé les 45 minutes. Encore 6 petites minutes. J'ai encore 6 petites minutes pour vous dire que je vous remercie de votre patience. Donc j'ai lancé quelques idées. Maintenant, je vais écouter votre secrétaire général. Je dirais, c'est pas un intellectuel ou un universitaire, en tout cas, parce que je ne sais pas si je suis un intellectuel, je sais que je suis payé par l'université, je ne sais pas si je l'ai réfléchi. C'est pas un universitaire de vous donner la leçon. J'emmène juste des éléments pour que vous réfléchissiez ensemble et que, voilà, j'espère que ça vous aura suffisamment mis des éléments en tête pour essayer de ne pas oublier trop de choses. Merci beaucoup de m'avoir invité. Beaucoup de cacophonie. Et je pense que c'est lors des occasions comme celle-ci que nous pouvons réellement expliciter la profondeur de notre lutte, sa quintessence, ainsi que les raisons pour lesquelles nous tenons les théories, les thèses que nous soutenons. J'ai bien suivi le professeur, il y a un certain nombre de points que je ne partage pas du tout, donc je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense que mon intervention me permettra dans la deuxième partie d'apporter quelques précisions au regard notamment du diagnostic que nous autres de la PARECO avons fait de la problématique congolaise. Et dans la première partie, je vais aborder le thème qui m'a été confié, c'est-à-dire la responsabilité du peuple congolais face ou dans la tragédie congolaise. Vous savez, il est impossible de parler d'un pays comme le Congo
même quand on est en face de Congolais, sans pour autant commencer par d'abord et avant toute chose, rappeler ce que c'est que réellement ce pays représente pour non seulement les Congolais que nous sommes, mais aussi pour la communauté tout entière. La communauté, ici je parle du monde, de ce que l'on appelle de façon générique la communauté internationale. Le Congo, c'est, en termes de superficie, le troisième grand pays de l'Afrique. 2 345 000 km², dont les richesses du sol et du sous-sol ne sont plus à démontrer, parce que tout le monde le reconnaît, dont la fertilité du sol ne dit plus son nom, qui aujourd'hui fait profiter de son électricité à plusieurs de ses voisins, et aujourd'hui on est même en train de parler de la vente de nos eaux. Ça, c'est pour ne pas aller trop en besoin, parce que je suis sûr que chacun de nous ici, y compris le professeur Vergent, connaît ce que c'est que le Congo. Et très malheureusement, cette position géostratégique du Congo, qui a priori aurait dû être un avantage pour notre pays, se retourner quelque part en un désavantage. Parce que c'est comme cette belle femme sur laquelle tout le monde pose les yeux. Mais vous savez que lorsque l'on pose ses yeux là sur cette belle femme, ce n'est pas toujours parce que chacun de ces hommes qui la courtisent veulent faire d'elle une femme. Nombreux veulent simplement avoir une maîtresse. Je suis sûr qu'on comprend cet exemple que je donne. Et donc, tout commence en 1996. Le Congo est victime d'une agression faite d'une coalition de plusieurs armées étrangères, dont principalement celles du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, y compris un certain nombre d'autres pays tels que le Kenya, le Zimbabwe, l'Angola, pour ne citer que ceux-là. Lorsque cette agression a commencé, il est vrai qu'il existait déjà au sein de notre pays une situation catastrophique, qui ne disait plus son nom, une misère. Le peuple en avait déjà marre de Mobutu. Et donc, la communauté internationale, contrairement à ce que le professeur Vergent, que nous ne les définissons pas comme le Rwanda, non. Nous définissons la communauté internationale et nous la reconnaissons comme étant cet ensemble, une forme bien imprécise, certes, mais constituée d'États puissants. La Belgique, l'Angleterre, la France, les États-Unis, l'Allemagne, pour ne citer que cela. Nous savons très bien que le Rwanda n'est rien dans le cosmos même politique de la communauté internationale. Le Rwanda n'est utilisé que comme une petite voie par laquelle ceux qui veulent réellement profiter de nos matières précieuses profitent pour semer le chaos et les désordres dans le Congo. Et donc, l'on a utilisé ses voisins qui avaient cette envie de posséder une partie de nos terres pour justifier une guerre d'agression que l'on a présentée injustement comme une rébellion. Et de tout cela est partie l'invasion, l'attaque que nous avons subie et aujourd'hui l'occupation de la République démocratique du Congo. Dès lors, les patriotes résistants que nous sommes au sein de la PARECO considérons que notre pays est occupé par des puissances étrangères qui utilisent des proxys tels que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et cette occupation, nous l'avons. Nous ne l'avons pas simplement dénoncée, mais nous l'avons démontrée. Nous l'avons démontré. Aujourd'hui, nous avons mis à la disposition aussi bien de la communauté internationale que du peuple congolais en version française et anglaise tout un document d'une trentaine de pages où l'on démontre qu'actuellement toutes les institutions, je dis bien, de la République démocratique du Congo à tous les niveaux sont dirigées par des personnes, je ne dis pas toutes, des personnes étrangères. Ceci dit, nous n'avons rien contre les personnes des nationalités étrangères. Il faut bien que nous levions cette demande. Mais vous reconnaîtrez, professeur, que même dans ce pays, la Belgique, lorsqu'on y vient, on ne devient pas belge après un an. On devient belge après un certain nombre d'années et on fait un cursus qui justifie votre ascension ou pas au sein des institutions.
Mais ce que l'on a connu au Congo, c'est un monsieur qui est venu le matin, et ça c'est une métaphore, comme citoyen rwandais, sans passeport ni carte d'identité, et qui le lendemain matin est devenu président de notre pays. C'est ça malheureusement la situation du pays. Et donc nous avons fait cette analyse. Ce qui fait que nous avons décidé que pour sortir de notre pays, parce que vous savez que l'histoire regorge de beaucoup d'exemples, et nous ne sommes pas le premier pays à être occupé. L'histoire regorge de beaucoup d'exemples où d'autres peuples que tout le monde reconnaît comme ayant été occupés, pour ne pas citer ici la France entre 40 et 45, ont fait pareil, c'est-à-dire que ces peuples-là ne se sont pas laissés occuper, ils ont résisté. C'est là toute la problématique congolaise. Il est important, avant de parler, avant d'établir la responsabilité du Congolais que je suis, que sont mes frères ici présents, de déterminer le problème que nous sommes en train de vouloir résoudre. Parce que vous conviendrez avec moi que lorsque la définition du problème est mauvaise, la solution ipso facto ne saurait être bonne. Ceci dit, d'où vient maintenant le problème? Le problème vient de ce que lorsque vous parlez de la division de la classe politique, le problème vient notamment au niveau de cette fameuse définition dont j'étais en train de parler. C'est-à-dire que vous avez des patriotes résistants qui, comme nous, disent « les Congo est occupé » et comme la France, entre 40 et 45, nous devons nous battre. Je ne suis pas déjà en train de vous énumérer les dispositions de la Charte des Nations Unies et de l'OIA qui reconnaissent tous la prédisposition qu'ont le peuple à disposer d'eux-mêmes, la prise en charge que chacun de nous doit faire montre quant à ce qui est de son destin. Et vous avez de l'autre côté certains de nos compatriotes, bien évidemment, et je pense que personne ne me le contredira, dirigés par certaines personnes qui veulent profiter du chaos dans lequel le Congo se retrouve, qui disent non, il n'y a pas occupation au Congo, et que donc nous pouvons prétendre que le Congo était un État normal, qui fonctionnait comme tous les autres États, et que nous pouvons y aller les yeux fermés. C'est là la problématique du peuple congolais, à l'heure actuelle. Maintenant, lorsque nous avons posé le problème, il faut maintenant déterminer des solutions. Le Congo étant occupé, et moi je vais essayer de m'appesantir sur cette position-là, parce que tel est le constat que nous avons fait, et ce constat ne s'est pas limité à nous. Nous avons des images des hommes politiques européens qui ont déclaré que le Congo était agressé et occupé, que celui que l'on appelle faussement Joseph Kabila, en réalité, n'est pas le fils de son père. Ça, ce n'est plus à prouver. Je pense que ça défilait même aussi pour ceux qui étaient déjà là avant. Donc, ce n'est pas une utopie que nous autres de la Pareco avons fait dans notre dans notre subconscient et que nous voulons vendre à tout le monde. C'est bien une réalité. Maintenant, lorsque le professeur parle de la problématique au niveau de la Constitution, j'ai relevé deux points. D'abord, la Constitution, qui est la loi fondamentale d'un pays, requiert quand même, le professeur vous conviendra avec moi, un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour sa validité. Mais malheureusement, lorsque vous partez déjà de ce que le Congo est occupé, nous autres, nous ne considérons même pas cette Constitution qui a été élaborée déjà dans des conditions qui ne sont pas les meilleures, qui ne sont pas les plus appropriées. Dans les faiblesses que l'on pourrait noter de cette Constitution, vous avez signifié une, vous parlez de la continuité du mandat présidentiel, vous dites qu'il y a une qualité, la prescription sur le nombre de mandats, mais moi j'ai dit qu'il y a une autre faiblesse dans cette Constitution. Ce sont les conditions même d'accès à la présidentielle. Parce que les Congolais savent très bien, il y avait deux dispositions dans notre Constitution, dans la loi, même définissant l'obtention de la nationalité congolaise. D'abord, il est stipulé que
la nationalité congolaise d'origine s'acquiert de la personne qui est d'un ou d'une mère congolaise. C'est-à-dire que le Congolais d'origine est celui dont l'un des pères et mères est congolais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais cependant, lorsqu'il en arrive à l'accession à la magistrature suprême, la loi congolaise, la vraie, la constitution congolaise, la vraie, pas celle que l'on est en train de tailler à la barbe de M. Kabila, lorsque ses chaussures ne lui suffisent plus, on change la taille. Lorsque c'est sa chemise qui devient un peu plus grande, on diminue. Mais je parle de la vraie constitution congolaise. Il y était stipulé que pour accéder à la magistrature suprême, il fallait être des pères et de mères congolais. Alors que l'actuelle constitution dont vous parlez a fait abstraction de cette disposition-là. Le complot ourdi contre la République démocratique du Congo, le Rwanda en soi ne peut rien contre le Congo. Le Rwanda, c'est un petit pays, je ne le dis pas en minimisant, mais c'est un pays qui est de loin plus petit en superficie et en nombre de population que la RDC. Si le Rwanda ne bénéficiait pas du soutien de la communauté internationale, le Rwanda, c'est un pays vers lequel nous pouvons marcher aujourd'hui même et libérer tout notre pays. La force du Rwanda actuellement, qui leur permet de nous imposer cette occupation, c'est le soutien que le Rwanda bénéficie de la fameuse communauté internationale. Et je vais ici donner un certain nombre d'illustrations. Je commence par vous citer l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, qui a dit « La RDC est un pays énorme avec des richesses immenses et qui doit les partager avec ses voisins. » Dieu seul sait qui était comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy dans le cosmos politique international. Je vous cite ici la déclaration de l'ancien homme politique américain, Cohen, qui a dit pour nous au département d'État américain, la région du Kivu appartient au Rwanda. Ceci démontre donc à suffisance que le complot contre le Congo est bel et bien venu de cette fameuse communauté internationale. Voici pourquoi je ne suis pas d'accord avec le professeur lorsque vous dites que la communauté internationale a intérêt à ce qu'il y ait de l'ordre. Certes, mais je dis un ordre sélectif. Un ordre sélectif. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Congo, il existe un rapport mapping des Nations Unies où les crimes de Joseph Kabila ont été énumérés et reconnus. Il existe aujourd'hui des déclarations des hommes politiques, pas seulement d'Afrique, mais aussi d'ailleurs, qui ont reconnu la tragédie qu'est en train de traverser aujourd'hui mon peuple. D'autres l'ont déjà comparé à l'Holocauste. Mais regardez quelle est la réaction de la fameuse communauté internationale. Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? J'ai souvenance en 90, lorsque l'Irak est envahi, le Koweït est envahi par l'Irak, qu'a fait la communauté internationale? On a vu une véritable coalition. Ils sont allés tous sortir. Toutes les affaires, c'est ça de Saddam Hussein du Koweït. Qu'en est-il du Congo? Pourquoi mon peuple doit-il souffrir autant? Pourquoi est-ce que la détresse du peuple congolais est ignorée? Pourquoi est-ce que les médias européens ont imposé un blocus sur le dossier congolais? Pourquoi ne laisse-t-on pas les peuples congolais parler? Pourquoi est-ce que les médias occidentaux ne ressortent que des gens comme Francis Kalongo, des gens comme Moïse Katumbi, qui ne disent pas la vérité, qui sont membres du système d'occupation de notre pays? C'est justement parce que ces gens-là ne veulent pas que les peuples
Parce que ce ne sont pas tous les Occidentaux dans le système de la communauté internationale qui veulent voir le Congo dans cet état. Je ne dis pas ça. Et c'est la raison pour laquelle ils bloquent pour que ce qui se passe au Congo ne soit pas connu de leur population. Sinon, les gens crieraient au désastre. À l'heure actuelle, la fameuse communauté internationale qui aime l'ordre, selon le professeur Verjean, est présente en RDC au travers de la MONUC, qui a commencé comme MONUC et qui est actuellement MONUSCO, avec un contingent de plus de 20 000 hommes. 20 000 hommes. Mais aujourd'hui, cette semaine à Béni, on tuait des Congolais comme on tuait des vaches. La MONUSCO est présente. On tue des Congolais avec la présence de la MONUSCO, un contingent de 20 000 hommes, sans que nous n'ayons entendu que la MONUSCO a fait quoi que ce soit pour arrêter cela. Et tout Congolais digne de ce nom sait que l'ONU n'est jamais intervenue au Congo, parce que l'ONU aime les Congolais. Non, l'ONU aime le Congo, mais l'ONU n'aime pas les Congolais. Il y a là un distinguo qu'il faut absolument établir. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de parler de la responsabilité du peuple congolais. Qu'est-ce que ça dit? Certes, a priori, et moi là je m'adresse à vous mes frères, certes nous sommes victimes de ce complot ourdi contre nous. Certes, c'est vrai. Mais je vous dis, nous avons aussi un rôle à jouer. Dans le délit que l'on appelle en pénal la non-assistance, l'élément caractéristique, c'est le fait que vous avez quelque chose à faire. Il y a une action que vous pouvez faire pour modifier le cours qu'est en train de prendre, que sont en train de prendre les choses. Pour stopper qu'une action qui peut avoir des conséquences catastrophiques ne se réalise, mais vous ne faites rien. Et c'est ce que l'on appelle la non-assistance. La responsabilité de toi et de moi, chers Congolais, se pose justement à ce niveau-là. Au niveau où nous autres Congolais avons décidé de tout accepter. Nous acceptons tout au nom d'un certain Dieu qui dirigerait lui-même les choses. Ah, je dis non. Mes frères et sœurs, je suis croyant, chrétien. Mais croyez-le, Dieu ne viendra pas sauver le Congo. Les Congolais doivent sauver le Congo. C'est à ce niveau-là que se pose la responsabilité du peuple congolais. Nous devons arrêter de croire et de prêter notre oreille à des politiciens comme Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Mokia, Vital Kamerhe, parce que vous savez tous, et vous en avez aujourd'hui tous les preuves, que ces gens-là travaillent bel et bien avec l'occupation. Vous avez donc un rôle à jouer, et ce rôle ne peut être joué que lorsque vous avez définitivement une action participative. Nous devons, nous autres Congolais, arrêter d'être des spectateurs. Parce que malheureusement, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas, pour beaucoup d'entre nous. Nous regardons, nous pensons que cette lutte-là doit être menée par certaines personnes seulement. Et lorsque ce n'est pas encore arrivé, on dit les Baosanamine, qu'est-ce qu'ils font? Entendu quelqu'un dire, voici mon ex-terre natale. L'ex-terre natale n'existe pas. C'est donc à ce niveau-là que se pose la responsabilité que nous sommes en train de vouloir établir aujourd'hui. Cette responsabilité doit passer par l'action, doit passer par le refus d'acceptation du n'importe quoi. Parce que le Congolais, depuis un temps, les autres nous ont étudiés comme un peuple qui accepte tout et n'importe quoi. Comme un peuple à qui on peut tout imposer. Comme un peuple qui... un lâche, excusez-moi l'expression. Un peuple qui ne sait pas revendiquer ses droits. Et très malheureusement, c'est comme ça que l'on nous a perçus. Le professeur Verjean a parlé du processus électoral. Vous savez, professeur
nous autres qui sommes au sein de la PARECO, nous n'avons rien contre les élections. Ce que nous récusons, ce sont des élections dans un pays occupé. Parce que, vous qui êtes professeur, c'est le chef de travaux, vous m'avez dit tout à l'heure, vous savez que la jurisprudence existe, elle est là. Et l'histoire regorge de beaucoup d'exemples. Il n'y a aucun pays qui a été occupé et qui s'est tiré d'affaire par des élections. Jamais. Alors comment peut-on demander au peuple congolais que l'on a déjà reconnu comme étant agressé, dont les viols sont établis par les Nations Unies sans qu'aucune sanction ne soit faite, sans que rien ne soit fait? Pourquoi nous demander à nous d'aller aux élections dans ces conditions-là, lorsque aucun autre pays au monde n'aurait accepté cela? C'est ça le problème. Donc le processus électoral, on n'en est même pas encore là, on ne devrait même pas en être. Nous sommes loin de là. Nous devons d'abord faire un préalable, l'établir, et ce préalable, c'est d'abord que la communauté internationale reconnaisse que le Congo est occupé. Que la communauté internationale reconnaisse qu'aujourd'hui, le Congo, les Congolais, les mamans congolais sont violées, mutilées. Si nous mettons des images ici, certaines personnes risquent d'avoir des cauchemars à la nuit. Pourquoi faire fi de cela? Pourquoi nous ignorer autant? Qu'avons-nous fait? Sommes-nous des moins hommes? N'avons-nous pas autant de droits que les Irakiens, que les Koweïtiens, par exemple, en 90? Telles sont les questions que nous nous posons, et c'est de là que vient notre colère. Le professeur a parlé aussi de la division des dirigeants. Moi, je suis vraiment désolé, professeur, mais les dirigeants congolais, ceux qui sont dans l'opposition, ne sont pas divisés. Non, ils ne sont pas divisés. Ils sont des vrais acteurs de cinéma qui ont chacun un rôle bien déterminé à jouer. Ce sont des acteurs de cinéma avec un rôle bien déterminé et qui jouent très bien leur partition. Parce que je voudrais d'abord commencer par demander que ces gens-là me disent comment ils arrivent à expliquer cette cacophonie que l'on voit parmi eux. Parce que tous, je dis bien tous, à part peut-être Vidal Kamel et que vous-même reconnaissez comme étant quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Sa grande caractéristique, je crois que c'est le mensonge. On parlait qu'il est la personnification du mensonge. Il est le mensonge fait chair. Même quand il sourit, c'est le mensonge. Mais tous, Félix Tshisekedi, Moké, Martin Fayou, José Makila, et qui sais-je encore, ont déjà tous reconnu que le Congo était occupé. Alors moi je mets tous ces gens-là au défi de nous montrer un seul pays qui, dans leur connaissance, ait été hier occupé et qui s'en est sorti par des élections. À moins que ces gens-là ne veulent réinventer la roue. Mais vous savez ce que les Anglais disent, you just can't reinvent the wheel. It's there. There is nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous sommes là en train de revendiquer, d'autres peuples avant nous l'ont fait. C'est ça la réalité. Maintenant, disons un petit mot sur les élections. Lorsque l'on est patriote résistant. Vous savez, mes frères, mes sœurs, chers amis, nous n'avons rien contre les élections. Les élections comme étant un mode par lequel un peuple se choisit, ceux à qui il donne mandat de le représenter, de parler en son nom et pour son compte, nous n'en sommes pas contre. D'ailleurs, nous le souhaitons vivement. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes contre les élections dans les conditions actuelles d'occupation qu'est en train de traverser notre pays. Parce que tous ce soi-disant candidats présidentiels savent très bien que même s'ils s'unissaient tous derrière Jésus-Christ de Nazareth,
que 90% de Congolais reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, s'il mettait Jésus-Christ en compétition avec Shadari dans les conditions actuelles, Shadari battrait Jésus. Dans les conditions actuelles, Shadari battrait Jésus-Christ de Nazareth aux élections au Congo. Donc tout ça c'est de la mascarade. Bien plus. Vous savez, je veux d'abord le dire en français et je me ferai le devoir de le traduire pour vous. En lingala et je le traduirai pour vous, professeur. Chez nous on dit Bachaka, Loboko, la poche yazo balami balé. Ça veut dire qu'on ne met jamais sa poche, sa main dans la poche d'un idiot deux fois. Je m'explique. En 2006, en 2011, les Congolais sont allés aux élections. Et je suis sûr que lorsque j'ai entendu votre première partie, qui vous êtes, les contacts que vous avez au sein de la communauté congolaise, mais aussi dans l'échiquier politique de ce pays, je sais que vous avez des informations là-dessus, sans sûr. Ça, il n'y a pas de faute. Vous savez très bien que Kabila n'a jamais remporté les élections congolaises. Parce que Kabila, même face à un chien congolais, les gens voteraient ce chien-là. D'ailleurs, même sa femme n'a jamais voté pour lui. Même Olive n'a jamais voté pour Joseph. Jamais. Même ceux qui sont avec lui n'ont jamais voté pour lui. Mais vous connaissez les résultats. Pareil en 2011. L'homme politique le plus populaire du Congo est allé aux élections en nous promettant monts et merveilles. Qu'est-ce qu'il a fait après cela? Maintenant, moi, je voudrais que l'on me dise, de ces 7 candidats qui ont fait le meeting dernièrement, lequel d'entre eux pourra faire ce que hier, Etienne Tshisekedi n'a pas pu faire contre Kabila? Lequel? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Professeur, vous avez parlé de la légitimité. La légitimité, sans pour autant donner trop de définitions ici, c'est la qualité de celui qui est fondé en droit. Ce qui est fondé en droit, c'est ça la légitimité, vous serez d'accord avec moi. Mais parlons un tout petit peu de Joseph Kabila. Qui est-il? Parce que, vous savez, en droit, on dit que la faute corrompt tout. Tout ce en quoi il y a la moindre faute est faux. Si vous et moi avons un contrat ici et qu'un jour vous vous aperceviez qu'il y avait une malice qui avait été plongée dans ce contrat, vous évoqueriez logiquement la révocation de ce contrat. Et toutes les lois du monde vous donneraient les ordres parce que je vous ai fait faire là quelque chose en vous induisant à l'erreur. Je ne vous ai pas donné les vraies données. Joseph Kabila, qui ne sait pas que Joseph Kabila n'est pas congolais? Qui ne le sait pas? Déjà en lui-même, il n'y a rien de droit, il n'y a rien de fondé, il n'y a rien de vrai. Ipso facto, nous autres Congolais, nous considérons qu'il n'y a même pas lieu de parler de légitimité lorsque déjà on est en train de parler d'une personne qui est simplement la personnification de la fausseté. Tout en lui est faux. Tout en lui est faux. Nous sommes en train de parler d'un individu qui aurait 4 différentes dates de naissance. Un individu qui aurait 3 différents lieux de naissance. D'autres disent qu'il est né à Fizi, d'autres disent qu'il est né en Tanzanie, d'autres dans les montagnes d'Uvira. De Wapora, ça fait 4. Vous savez, j'ai déjà vu des contestations en paternité. Mais je n'ai jamais vu de contestation en maternité. Mais avec Joseph Kabila, il y a une contestation en maternité. Parce que, professeur, vous savez que, vous le savez très bien, que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre, quand une femme va donner naissance, ce qu'on appelle d'abord l'attestation de naissance porte le nom seulement de la maman. Parce que s'il y a un des parents dont on est sûr,
c'est bien la maman de l'enfant. Le nom du papa vient au niveau de la déclaration auprès de l'officier de l'état civil, n'est-ce pas? Quand on va déclarer la naissance de l'enfant, on dit il est le fils de. Encore faut-il savoir, il y a des cas où on va dire plus tard, ah mais tu sais, ce n'est pas ton fils. Mais avec Joseph Kabila, même sa mère n'est pas la sienne. Mais je ne sais pas. Pourquoi est-ce que, et c'est la grande question que nous autres Congolais sommes en train de nous poser, pourquoi est-ce que la communauté internationale, que nous ne confondons pas avec le Rwanda, que nous déterminons comme étant cet agglomérat des États puissants qui décident contre le Congo, pourquoi l'on veut nous imposer une situation que l'on n'aurait jamais imposée à d'autres peuples du monde? D'abord, avant de dire ceci, je voudrais commencer par payer mon respect à toutes ces victimes qui sont tombées lors des actes terroristes, que ce soit en Belgique, en France, en Angleterre ou aux États-Unis. Paix à leurs âmes. Mais regardez ce qui se passe dans ce cas. Il suffit que 5 Belges, Français, Anglais, Américains meurent lors d'un attentat, mais ça vous fait 48 heures d'infos continues. Mais au Congo, il y a des millions de morts. Des millions. Des millions que personne ne conteste. Voilà pourquoi nous ne voulons même pas déjà parler des élections. Il faut d'abord que notre pays soit libéré, que le Congo revienne aux Congolais, que le Congo forme une armée républicaine digne de ce nom, qui va permettre que nous contrôlions nos frontières, telles que les font tous les autres États. Parce que, vous savez, j'habite en Angleterre. Lorsque vous arrivez en Angleterre, il vous faut 5 ans pour devenir britannique. Et on va d'abord vous demander de passer un texte. C'est un texte vraiment long, un texte d'une centaine de questions. Quand vous l'avez passé, on va vous octroyer une attestation de réussite. Vous devez prendre cette attestation de réussite et remplir un formulaire d'une 50aine de pages. Et vous devez payer, actuellement on parle de, je crois, 1500 livres, non remboursable en cas de refus. Et ce dossier part, il est traité. Après, si vous êtes accepté, vous devez prêter serment et vous devenez britannique. Donc, il y a une certaine logique, une procédure juridique qui est mise en place dans tous les États du monde pour acquérir la nationalité de cet État-là. Et c'est reconnu de façon internationale dans le droit privé que cette nationalité-là se donne individuellement. Exception faite pour les personnes mineures. C'est-à-dire que si vous devenez belge, par exemple, vous avez la possibilité de l'acquérir avec votre enfant. En tout cas, c'est comme ça en Angleterre, du moment qu'il a moins de 18 ans. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il y a une procédure que l'on doit suivre pour acquérir cette nationalité-là. Mais pourquoi l'on ne veut pas que les Congolais aient autant une procédure qu'il faut suivre pour acquérir la nationalité congolaise? Pourquoi l'on veut nous imposer que quelqu'un arrive au Congo le matin et que le soir il devienne congolais et qu'il accède à la magistrature suprême de notre pays? Ça n'a quand même pas de sens. Pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Quel est notre grand malheur? Qu'avons-nous fait? Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que tous les autres peuples du monde peuvent être respectés et avoir des lois qui sont respectées par les autres et pas les Congolais? L'on veut nous imposer d'accepter des gens qui ne sont pas Congolais et de façon collective. Je parle des Banyamulende. Il n'y a pas de Banyamulende au Congo. Il n'en existe pas. Il n'y a pas de Banyamulende congolais. Il y a des Banyamulende qui vivent au Congo. C'est ça la différence. Parce qu'au Congo, toutes les tribus sont identifiées par la langue. Si vous demandez à chaque Congolais présent dans cette salle, s'il est Moulouba, il devra vous dire il est Moulouba.
S'il est au Congo, il doit vous dire Mbodi. Ah, ok. S'il est au Swahili, il doit vous dire Abba. Ngeke Muzuri. S'il est pour Sakata, il doit vous dire Ola, bon. Et s'il voit un peu vous dire on peut mettre. S'il est pour Sakata, il doit parler de Sakata. S'il est pour jeter la forme en maille, le marquis, il doit parler de Tété là. C'est ça. Mais il n'existe aucune langue nyamulenge au Congo. Il n'y en a pas. Les Banyamulenge, il n'y a pas de langue comme telle au Congo. Pourquoi l'on veut nous imposer une tribu qui n'est pas des nôtres? C'est ça le grand problème de la problématique congolaise. Voilà pourquoi, pour finir, mes frères, la responsabilité que vous avez en tant que Congolais, c'est celle de venir rejoindre la résistance. C'est celle de venir vous mettre aux côtés de ceux de vos compatriotes qui ont compris que les élections ne vont pas résoudre la problématique de notre pays. Les élections n'apporteront qu'une solution partielle, c'est-à-dire le départ de Kanambe pour en faire un sénateur à vie et qui pourra lui permettre après 5 ans de revenir, s'il n'a pas encore tué Chadari, de revenir pour être encore président du Congo à vie. Nous avons besoin d'une solution globale, d'une solution qui va nous permettre de libérer réellement et effectivement notre pays. Et cette solution-là, ce n'est que le soulèvement populaire. Votre responsabilité se situe au niveau de la connaissance que vous devez avoir du fait que un peuple, on ne le libère pas. Un peuple doit se libérer. Si un libérateur vient pour nous, comme ce fut le cas en 1997 avec le roi Désiré Kabila, après qu'est-ce qu'il fera? Il devra d'abord payer les dettes qu'il a concoctées pendant qu'il faisait son trajectoire, et vous en savez plus que moi. Et après qu'est-ce qu'il fera? Il devra instaurer encore une dictature qui va nous faire repartir au point de départ. Mais si nous-mêmes, peuple congolais, prenons notre destin, le destin de notre pays en charge, plus jamais, et je dis bien plus jamais, et je terminerai par là, nous ne permettrons qu'une personne, qui qu'elle soit, vienne et viole notre maman. Je vous remercie. Se présenter et a un tout petit peu expliqué son parcours au niveau familial, au niveau de son père et de son rôle, lui, en tant qu'universitaire. Et il nous a également expliqué le rôle qu'a joué l'Université de Liège dans la rédaction entre guillemets ou partielle de la Constitution, puisque ce n'étaient pas des constitutionnalistes, mais plutôt des politologues, en concertation avec certains constitutionnalistes du Congo. Il a très bien précisé que cette démarche provenait plutôt de la RDC et du Sénat, qui était donc venu après avoir fait le tour des universités et qui a fait le choix avec l'Université de Liège. Nous savons ce que ça a donné, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a également abordé la tragédie et responsabilité. Je laisserai plutôt l'espace aux échanges pour les détails. Le secrétaire général Patrick Kita nous a entretenu sur le thème de la responsabilité du peuple congolais dans la tragédie congolaise. Vous remarquerez ici la similitude de certains points, alors que c'était non concerté. Je remarque que le mot tragédie revient autant dans l'exposé du
terme peuple revient également. Je pense que tout ça est assez significatif et devrait nous permettre de bien réfléchir sur cette tragédie que traverse la RDC. Il y a eu aussi beaucoup de stigmatisation au niveau de la notion de la communauté internationale. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Qui constitue la communauté internationale? Et puis il y a eu surtout la détermination, en tout cas le vœu d'une détermination au niveau du chef congolais pour pouvoir se prendre en charge par rapport à ce que traverse la RDC. Bien, nous allons passer au jeu de questions et réponses. Et je voudrais ici dire que nous allons procéder par une série de 3 questions successives, 2 fois si vous le souhaitez. Alors, qui est-ce qui commencerait? Vous pouvez vous présenter, vous pouvez venir ici. Si les personnes qui ont des questions, vous pouvez venir ici poser vos questions, s'il vous plaît. Bonjour Christian Balaga. Ma question s'adresse d'abord à M. Verriat. En tant que politologue, quelle est actuellement votre stratégie politique par rapport aux partis politiques qui, mordicus, tiennent aux élections? Aujourd'hui, ils seraient en face de vous. Qu'est-ce que vous allez leur dire par rapport à leur position? 2. Au secrétaire général de la PARECO. Au niveau de la PARECO en Europe, je crois que le message est passé. Et au niveau du Congo, qu'est-ce que vous allez faire pour mobiliser ce peuple pour qu'il puisse rejoindre vos idées à vous? Merci. Bonjour, je suis M. Kalemboula. Je voudrais poser ma question plus précisément au professeur. En fait, quand je regarde l'intitulé du thème qu'il a développé, je trouve qu'il a écrit les termes déterminants du peuple congolais dans le combat de libération. Et professeur, je voudrais savoir de quelle libération parlez-vous? Et dans la deuxième partie, vous dites sa prise de responsabilité dans la tragédie nationale. Peut-on savoir les éléments qui constituent cette tragédie nationale, s'il vous plaît, professeur? Merci. Bien. Si je ne sais pas qui est-ce qui commence, voilà. De nous aider à comprendre la problématique congolaise, et votre question c'est au niveau de stratégie qu'il faut mettre en place pour la libération du Congo. Je ne veux pas revenir 10 ans en arrière parce que ça fait quand même, mine de rien, 13 ans déjà que la résistance au sein de la diaspora congolaise existe et que nous avons mis à la place publique un certain nombre de voies et de moyens qui devraient permettre de sortir notre pays du gouffre dans lequel il a été plongé. Mais M. Philippe, je voudrais simplement vous faire revenir à l'année passée. Le 16 novembre 2017, le président national de la PARECO, M. Honoré Mwanazamboko Atumba, a proposé à ses compatriotes une série de 7 mesures pour sortir notre pays de l'occupation. Le temps qui nous est parti ne nous permettra pas d'aller mesure par mesure. Je vous recommande donc de lire ces 7 mesures-là. Mais je veux simplement vous dire que nous avons actuellement, au regard de la situation qui prévaut dans notre pays, 2 mesures essentielles que je voudrais vous recommander. La première mesure, vous savez, il faut absolument aujourd'hui que nos compatriotes, que l'on qualifie généralement d'opposition républicaine, il faut absolument que ces compatriotes-là quittent les institutions de l'occupation au Congo. Nous demandons à nos compatriotes d'arrêter de conduire notre peuple, une fois de plus, à des élections qui n'amèneront rien et dont on connaît déjà les résultats. Et à votre niveau, ce que vous devez faire, la deuxième mesure que je vous propose, il faut absolument que le peuple congolais aujourd'hui divorce, je dis bien, divorce de l'actuelle classe politique. Parce que je ne pense pas que c'est une classe politique qui peut encore promettre au peuple congolais des lendemains qui chantent. C'est une classe politique dont les limites ont déjà été à plusieurs reprises attestées
et point de besoin de revenir dessus. Et pour le reste, on pourra discuter des autres mesures. Si vous voulez me voir en aparté, je vous les expliquerai une par une. Voilà, référez-vous aux 7 mesures d'Honoré Luanda pour libérer la République démocratique du Congo. Voilà, ça c'est la question de M. Philippe. Et je vais passer la parole au professeur et après je reviendrai sur la question de M. Bruno. Merci. Merci beaucoup. Je vais d'abord répondre à la question de M. Bruno sur la stratégie que je conseillerais aux partis qui se présenteraient aux élections. Moi, je leur dirais, vous vous souvenez peut-être, il y a une dizaine d'années, un vieux Français, Stéphane Hessel, qui avait écrit un tout petit livre qui était formidable, qui s'appelait « Indignez-vous ». C'était une façon de dire aux jeunes de prendre leur révolte au sérieux. Indignez-vous. Et après cette indignation, il a écrit un autre livre qui s'appelait Organiser. Et ce que je conseillerais aux partis qui veulent se présenter aux élections, c'est de s'organiser. Autrement dit, il faut que dans chaque bureau de vote, il y ait un témoin du parti avec un téléphone portable. Que le soir, il aille dans un endroit où il peut avoir accès à une antenne et que de là, il envoie le résultat de son bureau de vote à la direction du parti pour que le parti remplisse un fichier Excel avec tous les chiffres de tous les bureaux de vote pour pouvoir contredire la CENI si jamais elle donne des faux chiffres, pour pouvoir porter plainte au tribunal. Parce que quand on a des vrais chiffres, quand on a des chiffres complets, on est beaucoup plus crédible. Quand on a des chiffres complets, on est beaucoup plus crédible que quand on a des chiffres partiels. C'est tout à fait clair qu'un tribunal peut décider de ne pas juger en vérité, il peut décider d'être dans le mensonge, mais c'est plus difficile quand toutes les preuves sont là. Et donc il faut encombrer les tribunaux avec des plaintes crédibles et fondées. Voilà ce que je dirais aux partis qui veulent aller aux élections. D'autre part, on m'a demandé quelle libération. Et là, c'est pas M. Bruno, c'est M. Kaliga qui m'a posé la question. Vous n'avez pas bien lu l'intitulé. Je ne dis pas qu'il y a une libération au Congo. Je dis qu'il y a un combat pour la libération. Je ne dis pas que cette libération est faite. Je ne dis pas qu'elle est acquise. Je ne dis pas que c'est fini. C'est l'inverse. Je dis que c'est un combat pour la libération. C'est quelque chose à faire, encore à faire, toujours à faire. Merci beaucoup. Je voudrais, c'est vrai que la question ne m'était pas posée, mais avec la permission du professeur, mon collimateur cet après-midi, je voudrais intervenir un tout petit peu sur la question de M. Bruno. Que conseiller à ces partis qui tiennent Mordicus à aller aux élections? Et bien simplement, moi je dis, n'allez pas aux élections. C'est ça le conseil. Point barre. N'allez pas aux élections parce que la stratégie telle que le présente le professeur, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais dans des conditions normales. Et pourtant, nous ne sommes pas dans des conditions normales. Donc carrément, si vous connaissez des gens dans ce parti, dites-leur ce que nous avons dit cet après-midi. S'ils sont ignorants des conditions actuelles de notre pays, rappelez-les-leur. S'ils ne savent pas ce qui est en train de se passer, comment est-ce que leurs compatriotes sont tués, sont molestés, sont violés, dites-les-leur. Et dites-leur que le Congo est occupé et qu'on ne va pas aux élections dans un État occupé. Comment mobiliser ceux de l'intérieur? Mon frère Bruno, vous savez, ça c'est une question qui me permet, qui justifie d'ailleurs l'essence même de la conférence que nous avons voulu tenir cet après-midi en ce lieu. C'est être en mesure de faire comprendre à chacun de nous ici présents que le travail que nous devons faire, le travail que nous devons faire, il est le travail de tous. J'ai beaucoup aimé
la formule qu'avaient les trois mousquetaires quand ils disaient tous pour un, un pour tous. Tous pour le Congo et le Congo pour tous. La stratégie, cette question généralement elle est posée par ceux qui pensent qu'ils doivent être les spectateurs et qu'on doit leur dire ce qu'il faut faire. Et pourtant, ce qu'il faut faire, nous le savons tous. Maintenant, il faut utiliser les différents canaux qui peuvent nous permettre de réellement apporter ce message au pays. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Moi, je peux connaître actuellement 10 Congolais. C'est une façon de parler au Congo. Vous en connaissez 10. Mon frère ici en connaît 10. Mon frère ici en connaît 10. À nous 4, ça fait 40 Congolais. Toi et moi, nous avons chacun le devoir de dire au peuple congolais de l'intérieur la vraie vérité. Parce que la vraie stratégie ne pourra arriver que lorsque le Congolais connaîtront la vérité. Ainsi que le dit la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est que nos compatriotes qui sont au pays sont floués et sont conduits en erreur par ceux qui se disent de l'opposition républicaine qui en réalité ne regardent que leurs intérêts. En les emmenant aux élections, ces gens-là savent qu'ils ont, pour commencer, aucun moyen pour arriver à leur fin, et ce sont des projets chimériques qu'on leur présente là. Parce que tant qu'il y aura la situation d'occupation qui prévaloir au Congo, il n'y a pas d'espoir pour ce pays. Donc, les mesures, ce sont celles qui viendront de toi et de moi. C'est aussi d'abord ta participation et la mienne. Faire arriver le message de la PARECO, le message de la résistance, le message du CNRC, le message des combattants au Congo, afin que les gens prennent conscience que ça fait trop longtemps, mais je dis bien trop longtemps, que nous avons dansé, bu et ri. Il est temps maintenant de serrer la ceinture, de se lever, de retrousser nos manches et de nous battre pour la libération de notre pays. Il y a encore une question à laquelle je peux répondre sur la tragédie. Merci. C'est vrai qu'on m'avait posé une autre question sur la tragédie nationale. Ce que j'entendais par tragédie nationale, je pensais l'avoir décrit. Je veux juste rappeler 2 minutes et demie pour réagir à chaque question. Okay. Donc ici, c'est une question à laquelle je n'avais pas répondu. Tragédie nationale. Il se fait que depuis que j'ai eu l'occasion de travailler effectivement à Kinshasa, on m'a proposé de devenir professeur à l'université catholique du Graben à Butembo. Et vous connaissez peut-être les Nandais, vous connaissez peut-être l'organisation dans le Nord Kivu, et spécialement dans le Grand Nord. Et donc, effectivement, j'ai servi souvent de relais pour passer des informations sur les tragédies qui se passent à Béni et dans les environs à la presse nationale et internationale. Donc la tragédie congolaise, j'en connais une partie. Je n'ai pas besoin de la décrire en long et en large. Et donc, je pense que mon exposé était basé là-dessus et je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus maintenant. Merci. Bien clair. Bien, voilà. Nous passons à une deuxième série de questions. Je rappelle toujours que c'est 2 minutes par question et nous avons déjà une première question. Monsieur Louis-Pierre. Merci, monsieur. Je vais commencer, c'est Louis-Pierre, un peu par déjà ce qu'on Je verrai à faire une petite remarque si vous avez. J'ai eu l'impression que nos orateurs, l'un des orateurs répondait plutôt à l'exposé du premier orateur plutôt qu'exposer sa conférence, son sujet à lui. Moi, je souhaitais que lui, il vienne ici, nous dise quels étaient les propos qu'il avait réservés pour nous. Mais j'ai eu l'impression que c'était une conférence de débat et que lui, il répondait plutôt au professeur. Bien, je n'ai pas beaucoup aimé cela. La deuxième remarque, quand on dit nous sommes des résistants, on a donné l'exemple de la France. Les résistants en France n'étaient pas en Angleterre. Les résistants en France, ils étaient là où il y avait les nazis. Les résistants, ils vivaient avec Vichy. Vichy était au pouvoir et les résistants étaient là. Mais je ne les réunis pas.
pour nous ces mots-là. Mais nous avons un travail à faire. Puisque ici, le deuxième orateur a dit que si on mettait des photos de tragédies qu'il y a à l'Est, je crois que les gens feraient des cauchemars. Mais c'est ça le travail de la PARECO, de la diaspora congolaise. Il faut amener ces photos devant tous les parlementaires de l'Union européenne. Dans tous les parlements, nous devons distribuer ces photos-là. On a donné un prix au docteur Mukwege. Mais je crois que la plupart des Européens ne savent même pas réellement ce que fait le docteur Mukwege. Donc c'est ça notre rôle, nous, de la diaspora, ce n'est pas seulement venir ou venir. Non, non, ceux de la PARECO font le même travail, ceux de l'UDPS font le même travail, et nous tous, nous sommes engagés, puisque nous ne pouvons pas tous être sur le terrain pour nous battre de la même manière. Donc nous devons diversifier la lutte. Ça, c'était des remarques que j'avais à faire à propos de cela. Et puis, moi, j'ai toujours considéré que la PARECO, comme étant composée par la plupart des gens qui ont été dessus dans la chute de Mobutu. Je me disais que ces gens-là sont aguerris pour faire une lutte, même armée, contre les occupants. J'entendais Mampinga, Mampinga, Mampinga. Le pays est occupé depuis 1885. Le pays n'est pas occupé depuis, comme vous l'avez dit, il est occupé depuis 1885. Donc la libération, c'est même Kimbangu en a parlé et il en a payé le prix. Donc la libération, ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est de génération en génération. Donc nous devons affiner nos stratégies. 30 secondes. Oui, merci. Mais c'est important ce que j'ai dit. Je ne sais pas si demain je serai vivant, puisque vous savez ce que je suis pas pour les premiers. Donc, peut-être que c'est mon dernier mot. Donc je dois en profiter pour le dire. Ce soit le dernier. Oui, je l'espère. Donc, nous, on entend maintenant à PARECO parler de le peuple doit s'élever. On attendait que la PARECO, que le président Honoré Mbanda vienne avec le Mampinga pour soutenir le peuple. Vous savez, aux États-Unis, il y a des policiers blancs qui tiraient tout sur les noirs comme des rats. Il a suffi qu'un ancien noir, soldat noir américain, qui était à l'Irak, commence à tirer aussi sur les blancs, et ça s'est arrêté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Voilà. Ils tirent sur nous, puisqu'en face, il n'y a personne qui tire sur eux. Personne. Moi, j'étais content de voir la tête d'un type qui décapite les gens au Kivu. J'ai vu qu'on tenait sa tête. Voilà. Si 10 personnes, 10 Rwandais, on tient leur tête comme ça, les choses vont changer. Donc le peuple s'élève, mais il n'a pas d'appui. Et l'appui, c'est Philippe. Où est-ce qu'il est? J'ai entendu Philippe parler ici. Voilà. Ils sont même prêts à faire quelque chose, mais c'est le moyen. Alors, quand on fait la libération, on prépare les moyens, mais nous, on prépare les résultats. Tout le monde veut les résultats, mais personne n'est dans les moyens. Personne n'est dans les moyens. Alors, je dis, je vous remercie. Voilà, donc on était plutôt dans une sorte de... C'était pas une question, mais nous pouvons comprendre que c'était une exhortation plutôt qu'une question. Voilà, nous avons encore 2 questions. Oui? Oui. Ok, voilà, monsieur Moka. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au professeur. J'ai bien suivi votre intervention. Vous avez parlé de 1789, où il y avait eu la révolution à Liège, et en 1886, où il y a eu des émeutes en Belgique, et en 1959, où il y a eu des émeutes ou des soulèvements au Congo. Ma question est de répondre par oui ou non. Nous sommes en 2018. Pour les Congo, vous prenez le soulèvement populaire. Ma question c'est ça. Parce qu'il y a eu des émeutes en 1789, en 1886, 1959 et en 2018. Donc pour les Congo, prenez-vous pour le soulèvement populaire?
Je souhaiterais que vous répondiez par oui ou non. Merci. Bien, je ne veux pas extrapoler ce qui a été dit, mais je pense que c'est dans la notion de révolte qui, chaque révolte, normalement, peut avoir une dénomination distincte, mais c'est quand même une sorte de révolte. Voilà. Dernière question dans la deuxième série. Merci. En fait, ce n'est pas une dernière question, c'est deux petites questions qui s'adressent aux Européens. Ils n'ont qu'à choisir si tout est. La première question, c'est la suivante. Dernièrement, nous avons eu des élections en Belgique ici, où tout le monde devait aller voter. Parce qu'en Belgique, c'est une obligation de voter. Ouais. Et il y a eu une évidence, où il y a eu une vérité, c'était au Congo. Il n'y a personne qui a une carte d'identité. Ça, c'est incontesté des personnes. Faisons une hypothèse, à supposer que toutes les cartes belges, les cartes d'identité, j'entends, fondent. On ne sait plus les lire parce qu'il y a eu un phénomène peut-être suite au réchauffement climatique. Et ça fond. C'est une hypothèse. Est-ce que les prochaines élections seront possibles? C'est la première question. La deuxième question, j'ai toujours appris qu'au Congo, il n'y a qu'un peuple, c'est le peuple congolais. Et quand on dit debout congolais, il s'agit du peuple congolais. Est-ce que les orateurs pourront nous élucider qu'est-ce qu'ils entendent par les peuples? Je parle au pluriel ici. Merci. Ma question est celle-ci. Tout le monde parle de la tragédie congolaise. Et le pays est occupé. On connaît bien, et on sait, tout le monde sait ici, que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on fait pour libérer notre pays? Des cotisations molles de 50 €. Vous voyez qu'avec ça, on peut libérer le pays. Que chacun mette ici, nous sommes nombreux, la main dans la poche, minimum 5 000 €. Vous voyez, 5 000 € tous les mois, pendant 1 an, pendant 6 mois. Et nous aurons l'argent pour acheter des armes pour pouvoir libérer notre pays. Monsieur le secrétaire général de la Pareco, qu'est-ce que vous en dites là-dessus? Voilà ma question. Merci. Voilà. Batonaki solo la demande par rapport à l'impression par rapport à débat aujourd'hui. Non, d'abord je voudrais commencer par remercier Mandeko Organizaki Milolo. Je pense que l'idée est qu'il y a créé choc entre Ndekolabiso et Belge Nabiso. L'objectif est là qu'il y a relaxé d'abord que Biso Congolais, la Katina Pareco, Tozali ouvert. Et Tozali prêt à affronter Batonio Sopoto Mekaleloyo pour établir une vérité sur l'Ikambo et Zali Koleka Katina Pareco. Parce que Oyebi Ndekonangai, Yamboyo pour la solution à Malam on a l'Ikambo et Sengeli Oyeba Malam. Donc la définition du problème est très importante pour la définition de Rolanda et la solution. Donc Talatina et Milulo Alelo, donc c'était une très bonne conférence. J'ai beaucoup aimé, comme vous pouvez le voir, les joueurs congolais à Liège à répondre présent. Nous sommes vraiment satisfaits et Nabandi, donc on a pu se sortir de continuer au télémaboyer. Libération et sous le. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Amen. Par rapport à la conférence de débat, on a l'impression étant que yo motozala qui l'organisation au Nyoso, impressionnant par rapport à la conférence de débat. En tout cas, merci. La conférence de débat très bien. Nous allons s'attendre à un mot. Pour moi, il peut
bandeko oyo bacongolais na bato ya mboka mosusu baye batuni mituna mpe bazwi baréponse na yango ezalaki très important mpo tosalisa eloko oyo surtout ndenge teme ezalaki nyonso azalaki tante aya bato mingi bakei na swap na yango kwa. Merci mokonzi tozwa otungonga nyonso ebele te merci mokonzi un peu l'impression par rapport à la conférence débat Oyoyo. Comment au qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la conférence débat Oyoyo? Ok, merci beaucoup. La conférence débat Oyoyo est très bien. Le secrétaire général Lazaki vraiment à l'auteur. Amérique au Tali s'en appelle plus congolais. Situation ni les Aramboka na bisoni les Komagipé et l'Oroni niveau tout ça. Au moment où on a dit professeur Oyo, Marambo Tchikoluba, on censure que c'est un étranger, Marambo Tchikoluba c'est un belge. Donc on a une personne beaucoup différente par rapport à ce congolais. On a un diagnostic beaucoup différent. Marambo Gabo Biso Tolobaka. Donc de tout à l'heure on a la télévision à Bango. Donc au monde que Bazo Laxabino Kaka, situation à Congo, il y a une situation politique au Congo, il y a une situation des élections au Congo, il y a une situation de mal-gouvernance au Congo. Or, en réalité, biso lelo, to komi ko comprendre makambo za kasima ya écran, koto bando yebisa bango ke mboka na biso za sous-occupation rwandaise ougandais, ya ba multinationales, nous les Congolais, la seule solution c'est soulèvement populaire tout élément, koto za laisser ya mboka na biso na maboko. Donc, conférence électrique, très bien, ba Congolais, je pense pas ça satisfait, ba vu message, pe ba vu solution, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça dit ninto osala, koto merci mon côté. Merci à tout le monde. On a eu l'occasion d'échanger des points de vue. Donc moi j'ai donné mon point de vue sur ce qui se passe au Congo et sur ce qui s'est passé durant les années passées. Et voilà, la Pareco a donné son point de vue qui n'est pas le même que le mien. Et donc les échanges de vues ont pu avoir lieu et le public a pu entendre différentes versions. D'autres parties de la Pareco qui étaient dans la salle et qui ont eu la parole. Et c'est déjà réjouissant sur la liberté de parole du Congo. Merci beaucoup, professeur. Prochaine, merci.